Bonjour tout le monde, on va ouvrir cette table ronde qui va évoquer la problématique ou la thématique du lien entre la baisse conjoncturelle actuelle. Je pense que tout le monde est à peu près au courant que les affaires sont devenues un peu plus compliquées dans le monde de l'horlogerie et l'incidence que tout ça a sur la sous-traitance ou la co-traitance pour Joël Grandjean. Qui est présente ici dans ce salon qui est très important, qui à côté de lui, monsieur Jean-Jacques Weber, qui est président de la Fédération de l'horlogerie française et un vétéran de l'horlogerie. Je trouvais intéressant que... j'aurais pas eu besoin de le mentionner, bon, d'accord. Je trouvais intéressant qu'on ait quelqu'un de l'horlogerie française parce qu'on travaille, je pense, en symbiose dans cette industrie et c'est intéressant d'avoir aussi son point de vue. À côté de lui, Serge Maillard, qui est l'éditeur d'Europa Star, qui est un magazine de référence dans le monde de l'horlogerie que je recommande. Ce qu'ils font en ligne, c'est super. Et ce que je trouve encore plus passionnant, c'est ce qu'ils font dans le monde du print avec, comme on évoquait avant, des thématiques très intéressantes. Je trouve que c'est une des rares publications horlogères qui est intéressante de lire régulièrement. C'est mon avis personnel. À côté de lui, monsieur Pascal Rafsou, qui est le co-président, co-directeur, co-président de la Fondation de la Haute Horlogerie, FHH, qui est une organisation importante dans notre écosystème, qui est chargée de promouvoir la montre d'excellence comme objet d'art et de culture, qui propose beaucoup de formations et qui promeut l'image de l'horlogerie suisse en Suisse et à l'étranger. Et finalement, M. Cyril Mathieu, qui est le patron, le directeur général de la division horlogerie et joaillerie d'Acrotech. C'est, à ma connaissance, le seul groupe industriel suisse en main privée qui maîtrise l'ensemble de la chaîne de la valeur pour fabriquer un mouvement Swiss-made, mais pas que. C'est un groupe diversifié qui fait aussi du médical, de l'aéronautique, etc. Une success story incroyable dans notre milieu et je serais curieux de l'entendre après sur l'évolution des affaires récemment. Alors rapidement, une introduction. On a vu les chiffres publiés pour le mois d'avril, les chiffres d'exportation de l'industrie horlogère suisse, qui ont amené un léger mieux. Mais alors, contrairement à certains commentateurs qui s'emballent tout de suite en pensant que c'est un changement de tendance, je ne le pense pas. Malheureusement, on est plutôt sur une tendance négative au niveau des volumes. On est à la baisse, on a à nouveau perdu 450 000 unités depuis le début de l'année, en 4 mois. Donc si on fait un peu un calcul simpliste, on va perdre plus d'1 million d'unités sur 2024 par rapport à 2023. Donc on va revenir à des chiffres plus ou moins de juste après Covid, avec une quinzaine de millions de montres exportées, ce qui est inquiétant et qui naturellement a une incidence sur la sous-traitance. Voilà. Rapidement, un commentaire sur l'année 2023. On a eu une année record dans l'industrie horlogère suisse, qui est très positif. Mais cependant, il faut toujours avoir une analyse un tout petit peu plus détaillée. Et on voit très bien que dans le top 50 de Morgan Stanley, on a 25 marques qui ont fait de la croissance, 10 qui ont fait du surplace et 15 qui ont fait de la décroissance en 2023, année record. Donc tout ne va pas aussi bien qu'on veuille bien le regarder, mais tout n'est pas négatif.
Alors, on a une tendance qu'on observe maintenant depuis un certain nombre d'années, qui est une polarisation vers le haut du marché, une perte de volume, une montre suisse dont le prix moyen ne cesse d'augmenter. Est-ce que tout ça, c'est une fatalité, monsieur Mathieu? J'aimerais bien vous entendre un peu là-dessus. Et quelle est l'incidence, selon vous, sur la chaîne de valeur horlogère? Alors, une fatalité, non, évidemment pas. Maintenant, il est clair qu'on a vu les différentes marques monter en gamme, ce que vous décrivez là tout à fait bien. Maintenant, je dirais que pour la sous-traitance, ce qui est important, c'est de suivre cette tendance au niveau des manufactures. Les conséquences, vous l'avez dit, ce sont des pertes de volume d'un point de vue global. Mais avec la contrepartie de pièces qui sont plus valorisées au niveau des consommateurs. Et nous, on doit aussi s'adapter à cette demande, bien évidemment, puisque nos clients restent quand même nos principaux demandeurs, et ça, on doit suivre cette tendance. Maintenant, voilà, moi je suis convaincu que l'horlogerie à tous les niveaux va encore continuer à se développer. Il n'y a pas de raison, et on l'a vu aussi, il y a de très belles réussites dans tous les niveaux de prix en 2023, mais il y en aura encore demain. Donc voilà, moi je ne suis pas extrêmement inquiet par rapport à la suite. Mais ce qui est certain, c'est que nous, sous-traitants, on doit s'adapter, on doit être réactifs, on doit couvrir les besoins de nos clients, et ça, je pense, c'est ce qui est le plus important. Et le portefeuille de commande chez Acrotech, comment il se porte? Plutôt bien, plutôt très bien? Alors, le portefeuille de commande chez Acrotech, pour le moment, il se porte encore assez bien. Mais je crois qu'on est comme tout le monde. On réagit aussi à certaines baisses chez certains de nos clients, à de la stagnation chez d'autres, à une évolution positive chez d'autres aussi. Donc, pour le moment, il n'y a pas de catastrophe annoncée. Maintenant, on est très attentif. On regarde ce qui se passe sur le marché, et on réagit au moment où ça nous paraît très opportun. De le faire, parce qu'on doit suivre cette tendance, et malheureusement on n'a aucun impact sur les ventes, donc le but pour nous, c'est vraiment de nous adapter le plus rapidement possible. Mais voilà, le message est pour moi encore rassurant. On n'est pas non plus dans une catastrophe annoncée, et je crois qu'on a oublié qu'on vient de traverser 3 années qui sont très exceptionnelles. Et moi, j'aime bien comparer quand même tous nos chiffres par rapport à 2019, qui restait une année très très bonne pour l'horlogerie. Et finalement, quand on compare 2023, 2024 par rapport à 2019, ça reste encore une belle performance. Donc, D'accord. Jean-Jacques Weber, de l'autre côté de la frontière, dans les belles montagnes jurassiennes françaises, comment ça se passe? De l'autre côté de la frontière, j'ai envie de vous dire, les mêmes causes produisent à peu près les mêmes effets. Il n'y a pas de raison que la France soit un îlot de prospérité au milieu de quelque chose qui est un petit peu en train de se stabiliser. Je me rappelle que l'an dernier, ici, au même endroit, je disais les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. C'était pas prophétique, hein, mais c'était juste une analyse brève de ce qui est en train de se passer. L'horlogerie est un métier de cycle. On y est. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe est dramatique pour tout le monde. Comme le disait Cyril Mathieu tout à l'heure, mais c'est un petit peu comme dans une classe. Hein. Dans une classe, il y a les bons élèves, il y a les élèves moyens, et il y a ceux qui sont près du radiateur. Et pour ceux qui sont près du radiateur, l'hiver pourrait être un petit peu difficile, mais ça, c'est la même chose pour tout le monde. Moi, la chose à laquelle je ne me résous pas, et je ne veux jamais me résoudre, c'est la perte de volume. Parce que on peut, si on a la courte vue, dire j'ai divisé mon volume par 2, mais j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 2. La vie est belle, c'est flat. Pour moi, c'est pas vrai.
Ce qui fait qu'un marché existe, c'est aussi parce qu'il est multiple, parce qu'il y a du volume. Le volume, ça génère des emplois, ça génère des écoles, ça génère du commerce, ça génère de l'attractivité, ça génère des investissements, ça génère des envies. Et tout ça, ça marche dans un sens, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Et j'espère seulement que dans les états-majors des entreprises horlogères, qu'elles soient françaises ou qu'elles soient suisses, on a un tout petit peu anticipé qu'on est un métier cyclique et que quand il y a un cycle qui est en train de se renverser, eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour renverser la vapeur? Qu'est-ce qu'on fait pour retrouver du business? Qu'est-ce qu'on fait pour retrouver du volume? Qu'est-ce qu'on fait pour aller chatouiller les envies du consommateur? Parce qu'au final, quand même, tout ce qu'on est en train de dire, il y a beaucoup de sous-traitants ici, il y a des marques horlogères, mais le seul personnage intéressant et important, c'est le consommateur. Est-ce qu'on sera capable de continuer à charmer le consommateur? Voilà. Merci. Monsieur Chave, qu'est-ce que fait le co-traitant ou sous-traitant de l'industrie horlogère pour intéresser son client? Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit sans cesse innover? Est-ce qu'il innove dans les matériaux, dans les process de fabrication? Alors c'est sûr qu'un sous-traitant, de mon point de vue, doit participer à l'innovation, au développement des matériaux, le développement des performances techniques, de l'utilisation circulaire des matériaux. On doit s'inscrire dans une tendance qui est celle que recherchent en fait nos fournisseurs, nos clients. On doit être des vrais partenaires pour eux et leur apporter des solutions, les intéresser à des nouveaux produits. Et je crois que la conjoncture, elle a toujours été un problème pour les gens qui travaillent dans le domaine de l'horlogerie. Surtout, il y a des hauts et des bas. Il faut les aborder, je crois, plutôt comme des opportunités que comme des difficultés majeures. Évidemment, nous sommes bien armés, il faut le rappeler, pour aborder ces problèmes de conjoncture. On a les RHT qui nous permettent de passer ces creux. Donc c'est important. Par contre, il faut bien les gérer. Ce n'est pas quelque chose qu'on improvise. Il faut le faire d'une manière réfléchie et bien organisée. Les RHT, mais il y a aussi la restructuration. Vous savez, quand on est, comme l'année passée ou il y a 2 ans, dans une période de très haute conjoncture, eh bien, on est confronté à des problèmes souvent d'organisation. On n'est pas très performant parce qu'on croît vite. Et la croissance rapide ne permet pas toujours de le faire d'une manière bien pondérée. Parce qu'on doit répondre à des demandes, on doit être au service de nos clients, être très réactif. Et on prend peut-être des raccourcis parfois qui impliquent qu'on passe sur des méperformances que l'on escamote un peu. Donc il faut aussi y réfléchir et c'est le bon moment pour réfléchir à cette réorganisation, à cette reperformance optimum. Et puis alors il y a tout le problème d'innovation. Pour ceux qui me connaissent un peu, je suis un fanatique de l'innovation. Nous faisons beaucoup de recherche, nous faisons beaucoup de développement. Et je crois que ce qui nous permet de dire que nous travaillons vraiment en partenariat avec nos clients. Et ça, je pense, en tant que sous-traitants, nous ne pouvons pas qu'être des exécutants d'un projet ou d'un produit. Nous devons participer à, je dirais, le renouveau du produit, la meilleure performance. Et si nos clients horlogers ou joailliers ou même dans le médical sont en mesure de proposer des nouveaux produits plus performants, plus respectueux de l'environnement, plus orientés vers la traçabilité, l'activité circulaire, la récupération, la bonne récupération des déchets, eh bien, nous serons certainement des acteurs avec nos clients d'un renouveau et d'un développement à long terme.
Merci Monsieur Chave. On va revenir après sur l'économie circulaire et tout ce que ça a de bénéfique au niveau, pas simplement au niveau de l'image, mais de notre écosystème en général. Monsieur Rafsou, vous êtes à la tête d'une organisation qui est donc la Fondation de la Haute Horlogerie, qui promeut l'image de la haute horlogerie, hein, surtout, ou principalement. Donc vous êtes un peu, entre guillemets, les coupables, ceux qui font qu'on démutualise les moyens de production. J'aime bien rappeler que dans l'histoire de l'horlogerie, on a plutôt toujours cherché à mutualiser les moyens de production. Aujourd'hui, on est depuis une trentaine d'années, on est totalement à l'inverse de ça. La manufacture, c'est le truc où il faut cocher, tick the box et dire je fais tout en interne. J'aimerais bien t'entendre là-dessus. Quelle est la question en fait? La question c'est est-ce que c'est viable, est-ce que c'est pérenne de promouvoir l'image d'une horlogerie qui est en fait tout en haut de la pyramide de marques et de produits, ou est-ce que au contraire votre mission devrait être aussi de dire même si je fais de l'horlogerie entre guillemets moyen de gamme mais de volume, elle a aussi un rôle important à jouer? Alors, tout d'abord, je tiens à dire que, effectivement, bien qu'on s'appelle Fondation de la Haute Horlogerie, on fait la promotion de l'horlogerie mécanique traditionnelle dans son ensemble. Donc, on pousse vers l'excellence parce que, bien évidemment, ce sont des métiers et des produits d'excellence, mais on n'a pas de religion par rapport au segment. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'aimerais revenir sur ce que disait mon éminent collègue de l'autre côté des montagnes. Ce qui est important, c'est le client. Et le consommateur, j'aime pas ce terme, mais le client. Et ce client doit pouvoir se projeter et rêver. Et souvent, il se projette et il rêve par rapport à des pièces exceptionnelles, des savoir-faire exceptionnels. Mais c'est pas pour autant qu'il va commencer son chemin avec des triples tourbillons à 4 axes, bien évidemment. Et donc, c'est très important, et pour moi, c'est pas du tout une fatalité, pour revenir à ta question initiale, de perdre des volumes. Au contraire, et je dirais même qu'après quelques années difficilement, je dirais, reproduisibles de Covid, où on a vu une hyperpolarisation et une hyperfocalisation sur l'hyperluxe, on est en train d'atterrir. Mais en même temps, ce qu'on produit ces années Covid, c'est des centaines de milliers de nouveaux clients intéressés à acheter des montres traditionnelles. Et il y a beaucoup dans la génération 18 à 30 ans. On a fait il n'y a pas longtemps un événement roadshow à Paris, où, entre parenthèses, il n'y a pas d'événement horloger. Donc peut-être aussi des choses à réfléchir. Monsieur Weber, tu prends note? Prends note. Non, mais parce qu'il y a eu Belmont. Je prends note, mais je pourrais en reparler. C'est un vieux serpent de mer. D'accord. Ouais. Il y a eu quelques initiatives, il n'y en a plus aujourd'hui et c'est bien dommage. C'est des marchés qui sont demandeurs. Il y a un intérêt incroyable, tout comme il y a un intérêt de l'autre côté de la Sarine, à Zurich, où on était la semaine dernière, qui est dingue, comme il y a un intérêt à Milan et partout, etc. Et il y a une frénésie de l'horlogerie sur les jeunes qui est incroyable, que j'ai jamais vécu. Ça fait aussi, je ne suis pas aussi senior que d'autres ici, mais ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'horlogerie et j'ai pu voir dans les 18 derniers mois, aux États-Unis, en Asie et en Europe, une frénésie incroyable des jeunes pour l'horlogerie. Et pour moi, ce qui est important, c'est de répondre à ces jeunes, c'est de nourrir ces jeunes. Ces jeunes vont commencer par acheter des montres d'entrée de gamme. Parce que, évidemment, ça accompagne les moyens qu'ils ont aujourd'hui. Et après, on le sait, pour nourrir cette industrie sur le long terme, il faudra nourrir les gens tout au long de ce chemin. Et donc, proposer des montres d'entrée de gamme qui vont être capables d'acheter et qui vont leur permettre de rentrer dans ce chemin vertueux qui va s'auto-alimenter et peut-être aller vers le haut de gamme demain. Moi, c'est ça que je vois pour l'avenir et je le vois de manière très, très positive. Excellent, merci beaucoup. Serge Maillard. On a vu le succès incroyable de la Tissot PRX. C'est un blockbuster pour utiliser un terme français. La Moonswatch. Mais on voit aussi, si on analyse dans les détails
qui aujourd'hui amène de la croissance dans ce milieu ou dans cette entrée de gamme, c'est principalement le Swatch Group. Après, il y a des exceptions comme Raymond Weil, qui fait des très très beaux produits et qui a repris l'ascendant. Comment vous voyez tout ça? Il faut plus de Tissot, de Raymond Weil, de Frédéric Constant pour consolider ce moyen de gamme? C'est sûr qu'aujourd'hui, le Swatch Group a un peu écrasé la concurrence sur ce créneau-là, mais je pense qu'en même temps, il y a une vraie place à prendre parce qu'on parle d'écosystème. Quand le haut de gamme marche, finalement, il y a cette horlogerie aspirationnelle peut-être, hein, qui aspire à ces nouveaux consommateurs et donc qui vont se retrouver chez certains modèles. C'est pas un hasard si la PRX a bien fonctionné dans un environnement où, de manière générale, la montre sport chic en acier était très plébiscitée. Donc oui, je pense qu'il y a de la place. Je pense que, et c'est peut-être un pronostic, peut-être un souhait, je pense qu'il y a de la place pour des acteurs sur ce segment. Il y a quelques exemples. Je pense par exemple à Norqain, qui est quand même venu un nouvel acteur intéressant sur ce segment-là. Et il y a quelques exemples, Raymond Weil, qui prouvent que finalement, il y a des marques qui peuvent revenir aussi en force sur ce segment. Et si on dissocie un peu finalement, il y a la sous-traitance d'un côté, puis il y a l'emploi horloger. Si on regarde l'investissement industriel aujourd'hui, il est quand même important, mais il est du côté des marques beaucoup. C'est-à-dire Tissot, on parle beaucoup de la PRX, mais je viens d'interviewer le CEO, il m'a dit bon finalement c'est la montre Le Locle qui reste chez eux la référence numéro 1. Et donc, c'est une gamme assez large finalement. Et ils viennent d'investir quand même 20 millions dans une usine à la Chaux-de-Fonds dédiée au solaire. Rolex a présenté son méga projet à Bulle, qui est aussi finalement tout un nouveau terroir horloger qui va s'ouvrir. 1 milliard d'investissements, des milliers d'emplois. Audemars Piguet avec son campus dans la vallée de Joux. Donc on voit que partout, il y a des investissements industriel, mais du côté des marques. Je pense que le volume, il vient de ces marques qui investissent. Et du côté de la sous-traitance, ce que j'ai beaucoup remarqué ces dernières années, c'est une élévation aussi du prestige de certains sous-traitants. Par exemple, des motoristes. Avant, les marques citaient peu leurs motoristes, et aujourd'hui, certains motoristes sont devenus presque des gages de qualité et donc on ne se prive plus de les citer. Donc finalement la sous-traitance aussi s'adapte en quelque sorte à cette structuration parce que les investissements industriels viennent aujourd'hui beaucoup des marques elles-mêmes sur leur site verticalisé et particulièrement dans ce créneau plus du volume où il y a un acteur dominant. Mais Rolex est aussi un acteur finalement dominant du volume avec tout ce qu'ils font. Vous avez raison de souligner que Rolex est dominant dans la croissance des volumes, mais par rapport à la croissance de l'année passée, on peut ramener en faisant une règle de 3, la PRX et la Moonswatch ont fait 80% de la croissance des volumes. Swatch Group, c'est grosso modo 70% des volumes de l'industrie horlogère suisse. Donc dominant, ouais, c'est un euphémisme, c'est ultra dominant. Mais vous avez raison de souligner tout ça. Monsieur Mathieu, vous aimez quand on parle de vos activités parce qu'il a raison, Serge Maillard, de dire qu'on est devenu beaucoup plus transparent dans la communication. On n'a aucun problème de dire qu'on collabore avec un motoriste, qu'on est allé chercher une compétence dans les métiers d'art. Mais à Crotech, on vous cite pas trop. On vous voit plus comme un groupe industriel que comme un partenaire. Est-ce que vous aimeriez être plus en haut de l'affiche ou... Non, pas vraiment. Je pense qu'on est bien là où on est. On sait qu'on est dans le domaine de la sous-traitance et je crois qu'il est important aussi qu'on garde notre position dans ce domaine-là. Ce qui nous intéresse surtout, c'est de satisfaire nos clients et d'être cité. Pour être cité, je pense que pour nous, c'est pas non plus un but en soi. Donc, si on peut rester discret, ça nous va bien aussi. Ça vous va. Ouais, le rôle de machiniste, ça vous va, d'accord. Parfait. La question a déjà été abordée une ou deux fois, l'économie circulaire. Ça, c'est le sujet chaud. Monsieur Chave en a parlé dans les process de fabrication.
il y a un sujet qui est intéressant et qui intéresse, je pense, beaucoup la Fondation de la Haute Horlogerie, c'est le développement du marché secondaire et bien sûr du fameux CPO, Certified Pre-Owned, donc les marques qui certifient l'authenticité de leurs pièces. Est-ce que ça, c'est le marché de l'avenir? Est-ce que c'est un marché concurrentiel avec le marché primaire, donc des montres neuves? Comment vous suivez toute cette évolution? Alors, tout d'abord, je pense que c'est un marché qui s'est développé sur le tard, qui s'est beaucoup développé d'ailleurs dans les années Covid, et très polarisé sur des demandes que le marché primaire n'arrivait pas à couvrir, donc avec des prix qui sont partis dans tous les sens. On a vu aussi que ces prix sont en train d'atterrir. On est quand même toujours au-dessus des prix de 2019, hein, il faut le préciser. Donc, pour revenir au chiffre d'affaires du primaire et au prix du secondaire, on est quand même toujours au-dessus de 2019. Donc ça se passe encore plutôt bien. C'est très polarisé. Moi, je trouve que pour des horlogers qui font la pub vibrante que cette montre n'est pas que pour cette génération, mais les générations à venir, et qui est en fait intrinsèquement sustainable en fait par essence, eh bien, il est nécessaire de s'investir sur le deuxième marché, il est nécessaire même de le contrôler, il est même nécessaire peut-être de faire du certified vintage pour montrer qu'effectivement ce produit, il vit sur la durée, sur un premier cycle, un deuxième cycle et un troisième cycle. Et donc, je pense que ce n'est pas un marché qui va forcément porter une marque, mais c'est un marché qui va rassurer les consommateurs de la marque parce que la marque est derrière ses produits. Et le fait de proposer une offre certifiée par la marque, ça fait une vraie différence, notamment pour des clients qui sont peut-être perdus par rapport à des offres diverses et variées. Il y a le nombre de vintage dealers et de second-hand dealers dans les dernières années a explosé, mais tout le monde peut s'inventer dealer demain, mais une montre qui est certifiée par la marque, ça a une autre valeur, parce que ça veut vraiment donner le saut de qualité ultime. Ce que font je dirais dans l'automobile, ça existe depuis des dizaines d'années. Donc aujourd'hui, je pense que c'est un retard que l'horlogerie est en train de commencer à combler et qui est nécessaire pour la perception sur le long terme de la marque et donc de l'industrie par rapport à des clients qui commencent leur chemin, encore une fois, aujourd'hui. Merci beaucoup. Serge Maillard, le marché secondaire. Alors, vous savez que j'adore donner des chiffres pour avoir l'air intelligent, mais sur le marché secondaire, en fait, 55 à 60% des valeurs de transaction sont dues à 3 marques que sont Patek, Rolex et Audemars Piguet. Et comme l'a très bien expliqué Pascal juste maintenant, c'est parce qu'on était en recherche d'un produit neuf qu'on ne trouve pas. Donc on se déroute sur le marché secondaire. Les grandes valeurs sont là. Le client aspirationnel dont vous parliez avant, il vient quand même aussi beaucoup par ce marché secondaire parce qu'il trouve des pièces qui sont introuvables, il trouve peut-être aussi des pépites qui ne pourraient pas se payer. Comment vous observez tout ça par rapport aux fameux Gen Z et aux Millennials qui sont nos clients? Alors les Gen Z sont déjà clients, mais c'est quand même un peu le client du futur pour le haut de gamme. Je pense que durant ces années Covid, il y a aussi une explosion de la connaissance horlogère. Et ça impacte aussi finalement peut-être même la sous-traitance, puisqu'on s'intéresse à l'objet, pas uniquement pour des raisons statutaires, c'est évidemment très important aujourd'hui, ça reste peut-être encore la raison numéro 1, émotionnelle, statutaire, mais il y a vraiment aussi une communauté de passionnés, de connaisseurs qui vont s'intéresser à ce qu'il y a dans qui vont décortiquer vraiment la montre, peut-être voir d'où viennent les composants. Il y a aussi beaucoup de controverses sur le marché secondaire, sur des montres qui ont des composants qui ont été changés, etc. Donc il y a un degré de transparence qui n'existait pas avant. Et ça fait partie aussi de l'économie numérique, je pense. Et ces clients aspirationnels, ils vont déjà se poser plusieurs questions. Est-ce que j'achète ma montre en boutique ou en ligne? Est-ce que j'achète une montre de première ou deuxième main? Tout ça, c'est des questionnements aujourd'hui qui, finalement, dès qu'on s'intéresse à l'horlogerie, ils sont tout de suite là. Donc après, c'est des canaux communicants de la même manière, je pense que
quand un modèle iconique est très vendu, est épuisé, bah finalement, ça va décanter toute la chaîne horlogère. Dans les boutiques, on voit des modèles qui ont très bien marché parce que peut-être tel ou tel modèle n'était pas disponible. Je pense que de la même manière, le marché primaire et secondaire sont en train de se fusionner de manière peut-être un petit peu chaotique parce qu'il y a énormément d'acteurs, c'est un peu une jungle, il y a à boire et à manger, mais tout ça est en train de créer un marché très uni. Et moi, peut-être ce qui m'inquiète un peu plus, ou c'est de manière stratégique, cette transparence, cette mémoire de l'horlogerie, ça veut dire qu'une erreur que fait une marque aujourd'hui, elle va le payer encore dans 30 ou 40 ans. Et ça, je pense que c'est un logiciel qui doit changer du côté des marques, qui souvent pensent peut-être à court terme, mais on voit aujourd'hui des erreurs stratégiques qui ont été commises dans les années 70 ou 80, elles se payent cash en 2024. Et ça, je pense que les marques doivent encore adapter leur logiciel à ça. Vous voulez donner un exemple concret ? Non, ben alors, années 70-80, il y a eu la crise du quartz, bien sûr. Donc, il y a des marques qui se sont lancées à fond dans le quartz et puis qui se sont perdues là-dedans. Donc, et aujourd'hui, on voit des renaissances, des relances de marques. Après, des marques qui sont reparties peut-être trop tôt sur le haut de gamme à nouveau. Donc, finalement, les marques qu'on cite, les 3 marques que vous citez, elles ont une continuité qui fait que voilà, on a une force du produit qui était là déjà à l'époque. Et il y a un effet de rattrapage. Simplement, ce que je veux dire, c'est du côté des marques, et ce qui va impacter tout l'écosystème, c'est d'intégrer cette notion de marché secondaire dans leur réflexion actuelle aujourd'hui, parce que c'est ce qui aura de l'impact dans 30 ou 40 ans pour les futures générations. Merci. Jean-Jacques, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui. Quitte à être un tout petit peu rupturiste par rapport à ce qui vient d'être dit, je voudrais quand même préciser une chose, c'est que sur les 15-20 millions de montres qui sont produites chaque année en Suisse, il y en a quand même une immense majorité qui est destinée à terminer au fond d'un tiroir. Parce que, en fait, ce sont des montres d'entrée de gamme ou parce que ce sont des montres basiques et qui n'appartiennent pas à cette fameuse trilogie qui fait les 60% du marché secondaire. Ces montres-là n'ont pas ou très peu d'intérêt. Je ne vais pas citer de marque horlogère parce que comme ça va offenser personne, mais on va prendre le marché automobile. Est-ce que sincèrement on est capable de mettre dans la même case une Renault Clio de 30 ans, une Toyota 1 an, 10 000 kilomètres, le bon de commande de sa future Ferrari et la Ford Mustang qui a été conduite par Steve McQueen dans le film Bullitt. Tout ça, c'est 4 voitures. Ça peut aussi être 4 montres, mais est-ce qu'on les met dans la même case ? Et moi, mon impression, c'est que non. Le marché secondaire aujourd'hui, qu'on se fait plaisir en appelant le marché circulaire, rappelons quand même que la montre, il y a quand même plus polluant sur la planète. Enfin, ça ne pollue pas autant à la production comme à la détention, comme au transport et à la vente qu'un autre produit de consommation. Mais c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes produits. Et je le répète, il y a 3 marques qui font une part importante du marché. C'est bien, c'est super. Il y a quelques marques, on va dire, intermédiaires qui peuvent avoir une valeur. Voilà. Mais dans l'ensemble, pour beaucoup et pour l'immense majorité du volume, enfin à mon sens, ces montres, il faut désacraliser la chose. Ce sont de beaux objets qui sont destinés à être portés dans l'instant T, mais qui, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, seront peut-être au poignet, mais peut-être aussi au fond d'un tiroir. Il faut l'accepter. Oui, j'ai fait une estimation il y a 2 ans, c'est des milliards de montres qui dorment quelque part dans des tiroirs. Si on compile tous les chiffres de production depuis à peu près un siècle, qui est plus ou moins le début du boom de la montre bracelet après la montre de poche. Tu voulais... Oui. Oui. Voilà. Ce qui est amusant, effectivement, est... Ça donne à la montre une âme particulière et une âme supplémentaire. C'est que vous tous ici, mesdames et messieurs, j'en suis à peu près certain, vous n'arrivez pas à jeter une montre. Ça ne se fait pas. Vous la mettez dans un tiroir. Elle vaut rien. C'est une montre à quartz ou c'est peut-être même une montre publicitaire. Mais la prendre et la jeter à la poubelle, c'est un geste qu'on ne peut pas faire.
pour sa voiture, exemple que j'ai pris précédemment, il y a des automobilistes qui, s'ils se font accrocher par un autre automobiliste, vont sortir, vont vociférer, vont insulter l'autre automobiliste, etc. Puis un jour, leur voiture, ils vont la vendre et puis ça sera juste oublié et puis c'était la voiture d'avant. Pas la montre. Il y a quelque chose de très très spécial, ça ressemble au bijou, c'est peut-être parce qu'on la porte avec soi au poignet, mais pas la montre. C'est un objet pas comme les autres. On est entièrement d'accord, heureusement d'ailleurs. Monsieur Chave, est-ce qu'il y a une réelle demande des marques pour devenir plus vertueux au niveau de l'empreinte carbone? Vous êtes confronté à plein de demandes depuis que les marques ont remarqué que ça fait bien d'être vertueux dans ce domaine? Alors incontestablement, les marques le demandent, mais nous sommes aussi des initiateurs, et nous les sous-traitants, qui devons les rendre attentifs à l'importance de cette traçabilité, de cette virtualité. Je crois que l'objet que nous fabriquons, d'ailleurs, nous pouvons apporter une contribution majeure avec nos moyens de production, faire plus avec moins, faire d'une manière plus économique, utiliser des produits tracés dont on connaît bien l'origine et qui donnent cette noblesse aux produits finis. Mais comme le disait M. Mathieu aussi, nous sommes dans la discrétion. Le fournisseur de la marque horlogère ne s'affiche pas comme étant l'inventeur de ceci ou de cela. Il est, lui, le porteur d'une innovation qui sera traduite par le fabricant d'horlogerie. Et vous avez, pour vous, Europsar, vous avez cité des marques porteurs de progrès. Ben, on est très fiers d'être des partenaires de ces marques. Je vous assure, on apporte des matériaux nouveaux, on apporte des matériaux inrayables, inusables, parfaitement résistants à la corrosion, qui font la noblesse de ces produits. Et c'est fondamental, mais ce n'est pas à nous d'aller dire, voyez, un tel va utiliser ces matériaux que nous avons mis au point. C'est eux qui en font la promotion et c'est par eux que passe notre succès. Ça, c'est extrêmement important. Mais, par contre, d'être à l'origine de ces développements, c'est fondamental parce que nous sommes véritablement, nous pensons l'être en tout cas, des partenaires. C'est pour eux que l'on fait ça, c'est pour le succès, pour le rêve, pour la noblesse du produit. On parle des métaux précieux, bien sûr, qui cartonnent, mais on peut aussi donner de la noblesse à des produits moyens ou bas de gamme en s'efforçant de leur apporter une traçabilité, une économie circulaire, et tous ces éléments qui sont en fait porteurs pour notre environnement, pour nos démarches collectives vers le plus qui nous permet de moins polluer. Et je crois que ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que depuis toujours, notre groupe a mis beaucoup d'investissements dans le domaine de la recherche et du développement. Nous avons une chaire à l'EPFL qui nous assiste aussi dans ces visions scientifiques du futur, mais aussi des collaborateurs qui s'évertuent, parce qu'on est, vous savez, les sous-traitants, on est les manuels, on est des gens qui fabriquons des pièces, on est des gens qui fabriquons des composants ou des éléments ou des semi-produits, et on dépend de ce savoir-faire. Maintenant, on doit promouvoir ce savoir-faire, on doit le pérenniser. On a même une société qui est en formation, qui s'appelle Colornis, qui va nous aider à perpétuer ce savoir-faire. Savoir-faire qui, vous savez, n'est pas éternel. On a des générations. Et j'ai le privilège, avec mon grand âge, d'avoir vécu
plusieurs générations de producteurs. Moi, j'ai mes premiers collaborateurs qui sont partis avec leur savoir-faire. Il a fallu le reconstituer. Et avec, par exemple, le turnover qu'on a eu dans l'après-Covid, c'était une catastrophe pour nous parce qu'on a eu beaucoup de pertes de savoir et il faut évidemment s'organiser pour le pérenniser. Donc aujourd'hui, saisissons l'opportunité de cette baisse de conjoncture pour faciliter la formation, pour mettre l'accent sur la formation, pour pérenniser notre savoir, pour vraiment avoir des structures qui fonctionnent le mieux possible, pour être très réactifs, parce que nos clients, nos éminents clients, ils veulent tout de suite. Et il faut le faire, il faut ça, les j'ai suivre. de la peine à croire, Monsieur Chave. Alors ça... Oui, mais vous savez, un projet, je me cite juste un exemple. On a développé un matériau qui s'appelle le métal liquide. En fait, c'est des alliages amorphes. Il y a 25 ans qu'on travaille sur cet alliage, sur ces alliages, qui ont une particularité phénoménale, c'est qu'ils sont durs comme du verre ou du saphir. Ils sont absolument inoxydables. Ils sont inaltérables. Donc ils ne vont pas ou créer des allergies ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment un des métaux du futur. Mais aller l'usiner, aller le fabriquer, il y a 25 ans qu'on travaille là-dessus. On sort maintenant nos premières pièces avec nos partenaires clients, que je ne vais pas citer ici, mais qui en font un carton. Mais, si vous voulez, c'est un succès que seuls nos clients peuvent porter. Nous ne pouvons pas nous les porter, on ne peut que les suggérer. Et je dirais que c'est là le rôle du sous-traitant. Et c'est aussi valable pour les produits médicaux, pour les produits dentaires, pour toutes sortes de produits. Et ça n'est pas seulement l'apanage de la haute horlogerie, mais c'est aussi, par exemple, quand on voit les prouesses de Swatch Group avec sa T51, qui est une montre qui se fabrique toute seule, mais là derrière, il y a des matériaux, il y a des économies énormes qui ont été réalisées grâce à des matières premières qui ont été développées et aussi peut-être par des sous-traitants qui sont discrets, mais qui néanmoins n'oublient pas de rechercher en permanence des solutions originales et des solutions porteuses d'un progrès notable. Merci. Merci. Donc vraiment par l'innovation et les changements d'attente de vos clients, on arrive à faire progresser l'industrie. Vous vouliez rebondir là-dessus? Oui, sur la temporalité. Je pense que l'industrie horlogère a paradoxalement peut-être un peu de peine à gérer son temps. Puisque entre une industrie qui fait de la valeur, qui fait des petites séries, des petites pièces bien sûr, et puis une industrie plus de volume avec un time to market aussi qui est resserré, avec des attentes des clients dans une industrie digitale finalement où on a envie d'avoir le produit tout de suite. Je pense que c'est aussi une question qui va occuper les horlogers et les sous-traitants et les fournisseurs pendant longtemps. C'est comment structurer finalement la production entre ces deux peut-être pôles qui peuvent exister. Maintenant, on voit aussi beaucoup de configurateurs en ligne, des marques qui proposent finalement des déclinaisons multiples, de changer la lunette, le bracelet, etc. Donc tout ça, ça pose des questions. Je pense que l'industrie horlogère doit encore aussi adapter son temps. Et ça va prendre du temps. D'accord. Monsieur Mathieu, vous aimeriez rebondir là-dessus? Est-ce qu'on est en train d'énormément complexifier? Parce que par définition, il y a une polarisation vers le haut de gamme et une démutualisation des moyens de production. On veut donner l'opportunité de customiser. Je pense que M. Maillard il pensait fortement à Norqain qui permet de customiser son produit, qui est une idée très intéressante, mais qui naturellement
complexifie énormément la chaîne logistique. Oui, alors on voit quand même que cette demande, elle est concrète aujourd'hui. Le time to market est important pour nos clients. Nos sociétés doivent s'équiper d'un point de vue fonctionnement pour répondre à ces attentes-là. Donc il devient de plus en plus rare d'aligner des dizaines de machines les unes derrière les autres en se disant on va faire une prod annuelle et ça va être sympa. Mais aujourd'hui, il faut être réactif, il faut s'organiser dans nos sociétés avec des micros-ateliers qui sont finalement des petites sociétés dans la société, qui sont très réactifs, bypasser un certain nombre d'obligations, on va dire, en termes de logistique, en termes de qualité, donc ramener vraiment tout ça au niveau de la matière première directement. Et ça, on doit s'adapter. Mais on doit s'adapter aussi dans un milieu où la qualité est aussi mise en avant. L'exigence qualité est mise en avant de la part de nos clients. Et ça doit nous conduire à innover aussi. Donc sur des matériaux, sur des process de production, sur des produits. Et aussi pouvoir proposer ça à nos clients en tant que tels et leur dire, ben voilà, nous aussi on est capable de vous apporter des solutions à notre niveau tout en restant le plus modeste possible, mais je crois qu'il y a beaucoup de savoir-faire dans la sous-traitance et nos clients doivent se servir de ces savoir-faire pour continuer à développer l'horlogerie de manière générale. Et je pense que c'est très important qu'on soit des partenaires, hein, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, et ce partenariat nous tire tous vers le haut. Et moi, donc, je suis convaincu que les sous-traitants doivent apporter aussi leur pierre à l'édifice en termes d'innovation, en termes de réactivité, en termes de produits, et tout ça tire l'horlogerie vers le haut. Merci beaucoup. Donc quand même un message plutôt positif que par l'innovation, l'augmentation de l'efficience dans la production, une augmentation de la réactivité. C'est vrai que le time to market a énormément changé. On est passé d'un modèle où une grande marque genevoise avec une couronne nous habituait à avoir tous les 7 ou 8 ans un nouveau produit. Même eux viennent chaque année maintenant avec des nouveaux produits, ce qui est intéressant parce que c'est stimulant pour toute l'industrie. Donc un message plutôt positif malgré un cycle conjoncturel un peu compliqué qu'on est en train de passer. C'est une tendance générale dans l'horlogerie. C'est plus cyclique que les autres segments de l'industrie du luxe. Les cycles deviennent plus courts à la hausse et à la baisse. Donc je ne sais pas, est-ce que vous aimeriez donner chacun en 1 minute chrono un petit pronostic sur la décennie à venir? Est-ce qu'on va inexorablement aller vers encore plus de polarisation vers le haut de la pyramide? Est-ce que le milieu de gamme va se développer? Comment est-ce que vous aimeriez commencer? Vous avez 1 minute. Non, moi je vais être plus court qu'1 minute, mais non, moi j'ai mon pronostic, je pense qu'il est plutôt positif. Je vois que tout va continuer à se développer, qu'on parle de l'entrée de gamme, qu'on parle du haut de gamme, et je crois qu'on a des clients en face qui ont besoin d'avoir un panel important de montres, de l'entrée de gamme pour pouvoir intéresser les jeunes générations. Et on voit qu'aujourd'hui, les jeunes générations s'intéressent beaucoup à l'horlogerie et l'horlogerie mécanique. Et donc, c'est important qu'ils puissent avoir des produits qu'ils puissent acquérir en étant jeunes. Mais aussi, après, des passionnés, des collectionneurs qui voudront toujours des plus belles pièces avec des finitions qui seront toujours de plus en plus poussées, avec une qualité qui va être intrinsèquement tirée vers le haut. Donc, moi, je suis convaincu qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans l'horlogerie. Je suis convaincu que l'horlogerie, elle va encore durer quelques années, quelques décennies. Et je pense que tous, ici, on ne vivra pas la fin de l'horlogerie, en tout cas l'horlogerie suisse, j'espère. Mais non, je suis assez positif par rapport à la suite. Ouais. Tant mieux, bien d'entendre ça. Pascal? Alors, moi, je trouve qu'il faut raison garder. Je pense que ces cycles dans l'horlogerie, ils ont toujours été présents. Je réitère ce que j'ai dit avant et ce que mon éminent collègue a dit. Il y a un intérêt très très fort aujourd'hui pour l'horlogerie des jeunes générations. Ils vont vouloir une montre accessible, donc ça va
par capillarité, driver des volumes vers le haut. Et je pense que les horlogers sont toujours très très forts quand ils sont pressés de trouver des solutions. On l'a vu pendant le Covid, on l'a vu pendant la crise du quartz, on l'a vu pendant... Enfin, je veux dire, on peut avoir une propension à être plutôt tranquille quand tout va bien, mais dès qu'on est pressé, l'horlogerie réagit très vite. Et ça, c'est une constante, et donc je veux être très positif sur l'avenir. Merci. Oui, je pense que le plus grand risque existentiel, c'est que la montre en tant qu'objet perde de sa signification sociale, culturelle à l'ère du numérique. On voit qu'aujourd'hui, au contraire, elle a gagné en popularité, mais je pense que l'horlogerie suisse et mondiale doit vraiment encore faire tout un travail de terrain. On voit qu'il y a certains marchés qui sont beaucoup mieux défrichés que d'autres parce qu'il y a une communauté locale de détaillants, il y a des festivals qui s'organisent. On parlait de la France. Voilà. Je pense que sur chaque marché aujourd'hui, c'est peut-être ce que la pandémie a aussi appris, c'est de se rapprocher du client local. Et finalement, c'est peut-être un exercice assez salutaire à ce niveau-là pour aller défricher certains marchés. On parle de l'Inde beaucoup en ce moment. Il y a l'accord de libre-échange qui va arriver. Ça va prendre du temps, bien sûr. C'est pas, voilà, Nouvelle-Chine, etc. Tout ça prend du temps. Mais je pense qu'il y a un vrai exercice quand même de défrichage. Et ça, tout le monde, c'est un exercice collectif. Tout le monde doit s'y mettre. Il y a certaines marques qui sont peut-être plus développées sur certains marchés, mais qui finalement sont des défricheurs. Et en ça, c'est un mouvement collectif. Merci. Jean-Jacques? Mais moi, je vais, et pas seulement parce que c'est ma passion et c'est mon métier, mais je vais quand même aussi partager cet optimisme. La montre est depuis longtemps un objet dont, si on veut rationaliser les choses, on n'a pas un besoin impérieux. Et pourtant, on continue à vendre des montres. C'est donc bien que la montre a un supplément d'âme particulier et que c'est un objet qui, certes, donne l'heure, mais qui dit également qui on est, qui nous accompagne dans des moments différents de notre vie, selon qu'on soit au bureau, au jardin ou en soirée avec des amis. Donc il y a tout un comportement social lié à l'horlogerie. Ces temps derniers, le business était plutôt facile, donc peut-être que les marques ont été un peu trop tranquilles sur leur laurier. Là, il arrive quelques petites secousses, et je crois qu'il n'y a rien de mieux pour se réveiller que des secousses. J'ai vu dans ma longue carrière, tu l'as gentiment rappelé tout à l'heure en introduction, j'ai vu dans ma longue carrière des marques qui montaient en prix, et puis aussi longtemps que le business se suivait, c'était sympa de monter en prix. Et puis tout d'un coup, ils ont réalisé que finalement, une montre, ils savaient peut-être la faire un tout petit peu différente, mais un tout petit peu moins cher, et tout d'un coup reprendre des parts de marché. Là, j'ai envie d'être un petit peu optimiste sur cette chose-là, parce que il n'y a pas d'industrie sans volume. J'ai lu une très belle interview de Laurent Dordet, patron de la montre Hermès, qui parlait de la cut. On ne va pas dire qu'Hermès, c'est des montres entrée de gamme, n'est-ce pas? Et pourtant, Laurent Dordet a prononcé une phrase qui, moi, m'a beaucoup plu. Il a dit nous avons besoin d'une pièce de volume pour assurer la base de notre pyramide, et c'est le rôle de la cut. D'accord? Donc, même les marques de luxe ont besoin de mettre quelque chose en bas de leur pyramide. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est des groupes financiers. Donc, ils ont des moyens. On ne parle pas dans l'industrie horlogère, enfin disons qui nous occupe et qui fait les volumes, on ne parle pas de PME, de start-up, ceux-là on va les mettre de côté, mais on va parler de groupes de luxe, on va parler de groupes industriels. C'est des gens qui ont des moyens financiers, c'est des gens qui ont des stratèges, du marketing, qui ont de la recherche, qui ont du design, et ils vont bien nous inventer quelque chose pour récupérer ces volumes dont on a besoin. On espère. Monsieur Chave, 1 minute. C'est court, hein, mais personnellement, je suis très confiant dans le futur. Pourquoi? Quand je vois le nombre de projets que nous avons dans l'innovation et dans les nouveaux matériaux ou dans les nouvelles méthodes de réalisation des produits, les nouvelles méthodes d'affinage des matériaux, de récupération, il y a tellement de sujets extrêmement intéressants qui apportent de la noblesse à nos produits et qui sont précisément ce que souhaitent nos clients. Donc nous allons continuer de surfer sur cet esprit de partenariat,
d'être les porteurs de l'innovation dans l'ombre, peu importe, mais d'être les moteurs de cette innovation, de susciter de l'intérêt dans tous ces domaines qui sont, comme je le disais tout à l'heure, non seulement l'horlogerie, qui est un produit de rêve auquel nous nous attachons à donner la noblesse maximum que l'on peut donner au produit, quant à son origine, quant à sa traçabilité, mais aussi pour des développements plus scientifiques pour améliorer les problèmes de la santé dans le domaine du médical ou dans d'autres domaines industriels. Donc, malgré cette conjoncture momentanément chaotique un peu pour nous, nous allons continuer d'avoir cet effort pour promouvoir ce partenariat et apporter des solutions à ce que nos produits, au final, soient des références dans le marché. Merci beaucoup. Fini sur une note très positive. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ou des remarques, monsieur ? Bonjour messieurs, merci beaucoup pour vos interventions. Denis Safrani, Société Randstad, placement de personnel. Ma question s'adresse probablement plus à messieurs Mathieu et Chave. On a entendu comment vous avez adapté aussi vos stratégies pour gérer ce cycle et ce point bas pour le moment. Au niveau de vos directions de ressources humaines, quels sont un peu les messages, les initiatives que vous entendez par rapport à ce qui vous semble important? Vous parliez de pérenniser l'expertise, vous parliez de pouvoir s'adapter aux réalités du marché. Quelles sont un peu les initiatives que vous entendez justement de vos DRH ces jours-ci pour le possible rebond, voire l'année 2025, s'il vous plaît? Alors, il faut valoriser vraiment notre main-d'œuvre. Comme je disais dans ma première intervention, nous dépendons d'une main-d'œuvre qualifiée. Et pour avoir les bons résultats, il faut que cette main-d'œuvre soit valorisée. Chez PX, on essaye, hein, c'est un métier difficile, mais de véritablement mettre le créateur de ces valeurs, le réalisateur de ces valeurs, au milieu de notre système. Ce sont nos références. Et il faut valoriser ces gens-là, il faut les former, il faut investir chez ces gens pour montrer que notre confiance dans leur savoir et dans la capacité à nous apporter des solutions intéressantes, il est chez le personnel. Le zéro mépris, c'est une règle fondamentale dans le management de cette main-d'œuvre. Il faut vraiment l'avoir au centre de nos préoccupations. Ce sont nos formateurs de succès et de notre développement. Je vais compléter, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et ce qui nous intéresse surtout dans les périodes qu'on traverse là, c'est de beaucoup intéresser les jeunes à nos métiers. Parce qu'on voit quand même que ce n'est pas forcément aujourd'hui les métiers de l'industrie qui ont la meilleure promotion au niveau des études de nos jeunes. Donc c'est très important pour nous d'essayer de les intéresser le plus tôt possible à ces métiers. Évidemment de les valoriser, on l'a dit, hein, c'est pas nos machines qui ont des savoir-faire, c'est quand même nos gens. Donc il faut s'attarder à conserver ces savoir-faire, à continuer à les développer, à les transmettre, ce qui est hyper important. Et ça, c'est nos principales préoccupations pour le moment, c'est d'essayer de trouver de la main-d'œuvre qualifiée, de former, de transmettre, de pérenniser. Je voulais juste ajouter quelque chose. Au niveau de la FHH, c'est justement le focus que nous avons sur les prochaines années. C'est
la promotion, la mise en valeur des métiers, qui est un vrai challenge pour toute l'industrie. Et d'ailleurs, le thème de l'exposition de la FHH de cet été, qui s'est ouverte la semaine dernière, s'appelle Watches and Talent, et ça met en avant 8 artisans, 8 portraits d'artisans, 4 plutôt sur des métiers d'art et 4 plutôt industriels, justement pour mettre en lumière ces métiers qui souvent ne sont pas assez mis en avant, et notamment pour susciter des votations pour des jeunes dont certainement ces métiers ne sont pas assez mis devant leurs yeux, devant leur radar. Et donc voilà, c'est vraiment pour nous un aspect très important. Je voulais le préciser. Merci. Oui, et puis pour terminer, un petit spot publicitaire pour l'école d'horlogerie de Genève qui, pour ses 200 ans, a pu intégrer un magnifique nouveau bâtiment grâce à l'aide de la Fondation Wilsdorf principalement. Magnifique écrin où on met en avant tous les métiers. Je l'ai visité 2 fois, c'est absolument extraordinaire tout ce qu'ils sont en train de mettre en place pour justement pérenniser les savoir-faire dans la micromécanique, dans l'horlogerie proprement dite et dans d'autres métiers comme la qualité, etc. Donc il y a des gros efforts qui sont entrepris. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. Est-ce qu'on peut... Je n'ose plus vraiment poser ma question, mes 2 questions, puisque le débat a été déclaré clos, mais je tente déjà une première qui s'adresse au modérateur. Est-ce que vraiment il n'était pas possible de trouver un intervenant pessimiste? Je sais que la plupart des actionnaires de l'autre Hermès, le fabricant de machines à écrire, sont sans doute tous morts. Mais ce serait peut-être sain, puisque vous aimez les secousses, d'avoir au moins un pessimiste pour tirer le pauvre modérateur de sa solitude. Et je tente quand même ma seconde question. Je connais rien à l'horlogerie, je suis un journaliste généraliste, mais depuis un demi-siècle, j'ai entendu 100 fois l'argumentaire que la montre n'est pas un objet utilitaire, n'a plus besoin de l'être et donc qu'elle était éternelle. Oui, peut-être. Mais tout à l'heure, on a fait une comparaison avec la sous-traitance automobile. Et je trouve très intéressant, mais à la fois très trompeur. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de décennies, les grandes marques de voitures ont compris qu'elles ne pouvaient plus fabriquer à la fois le moteur, le châssis, les sièges, les vitres, les essuie-glaces. Et elles ont donc cherché des gens qui, techniquement, soient les meilleurs dans le monde. Et le rôle de la marque, alors je ne suis pas sûr de l'avoir compris, c'est quand même de donner une garantie de qualité du produit et du service, un design qui ne soit pas trop démodé et une certaine vision sur l'avenir du produit. Dans le cas de la montre, c'est très différent. D'abord, on ne sait pas pourquoi, à de tels prix de vente, on a vraiment besoin d'aller fabriquer à Hong Kong, mais je veux bien le croire. Mais le rôle de la marque, par rapport aux pièces produites par les sous-traitants, il est aussi nébuleux que le prestige de la reine d'Angleterre ou le succès de Taylor Swift. On ne sait pas plus très bien ce que garantit la marque, à part un certain chic, notion quand même extrêmement floue. Voilà. Bon, toi, tu vas jouer au pessimiste. Non. Mais court. Moi, je vais répondre à monsieur en 30 secondes. Mais monsieur, nous sommes des pessimistes. Mais nous sommes des pessimistes actifs. C'est pour ça qu'on est toujours vivants. Vous comprenez ? Quelqu'un qui est capable de dire demain, ça va moins rigoler qu'aujourd'hui, c'est qu'il continue à sourire, mais il travaille. Et c'est pour ça qu'on est toujours là. On est des pessimistes actifs, monsieur. Merci. Oui. Non, j'allais dire quelque part pareil. Et juste pour rebondir sur votre question, le rôle nébuleux de la marque, non, il n'y a pas beaucoup de différence finalement avec l'automobile. Le rôle de la marque, c'est justement c'est ce qui fait le prestige et ce qui fait la garantie de tout le reste. Et en fait, on parlait de partenariat avant, et c'est exactement ça.
c'est ce partenariat avec des fournisseurs, des sous-traitants de qualité qui sont des partenaires et pas seulement n'importe qui, permet à la marque de garantir tout ça, de garantir le design, de garantir la pérennité, de garantir en fait, tout ce qui fait que la marque a ce prestige et va perdurer dans le temps pour le client, vis-à-vis du client. C'est ça qui est super important, c'est de garder, on parlait des 3 marques aujourd'hui qui surperforment par rapport à d'autres, c'est parce qu'elles ont été consistantes, et pour être consistant, elles ne peuvent pas le faire toutes seules. Aucune marque n'est 100% intégrée et ne sera probablement jamais. Et c'est bien tout là l'intérêt de ce partenariat entre la marque et ses différents sous-traitants. Excellent, très bonne conclusion. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, des questions? Sinon, on va conclure là-dessus sur un message quand même positif. Et je remercie beaucoup les intervenants pour leur expertise, leur point de vue. Et j'espère que vous avez apprécié le petit débat qu'on va clore maintenant. Merci au public.